Ok. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un truc de geek dans les coulisses de la tech, hein. Non, non. Elle est en train de sortir de l'ombre pour devenir un acteur, un vrai, bien visible et super actif dans nos vies. Alors, on va plonger ensemble dans ce sujet parce que c'est vraiment fascinant. Allez, on commence par une question un peu personnelle. Imaginez une seconde. Et si une IA pouvait non pas nous parler, mais carrément lire en nous, décoder les signaux de notre corps pour nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, ça. C'est en train d'arriver maintenant. On va commencer par ça, justement. Premier volet, l'IA qui lit notre corps. C'est peut-être là, dans le domaine de la santé, que son impact sur notre quotidien va être le plus direct, le plus intime. Alors, de quoi on parle concrètement? D'un outil d'OpenAI qui s'appelle ChatGPT Health. L'idée, elle est simple, mais en même temps super ambitieuse. C'est de créer un assistant personnel qui va analyser toutes nos données corporelles pour, au final, nous éclairer sur notre état de santé, sur notre bien-être. Bon, comment ça marche, ce truc? En fait, c'est assez simple, ça se passe en 3 temps. D'abord, l'étape 1, c'est la connexion. L'outil va se brancher à nos montres connectées, à nos applis santé, bref, à tout ce qui nous mesure. Ensuite, étape 2, l'analyse. Là, il va mouliner toutes les données, le sommeil, le rythme cardiaque, le stress. Et enfin, et c'est ça le point clé, l'étape 3, l'explication. L'IA va traduire tout ce charabia technique en un langage que tout le monde peut comprendre. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. L'outil ne va pas juste balancer un chiffre brut du genre Tiens, le sommeil a diminué de 15%. Non, il va beaucoup plus loin. Il est capable de faire le lien, par exemple, entre cette baisse de sommeil et une charge mentale élevée qu'on aurait signalée par ailleurs. Et il va expliquer l'impact. En gros, il ne donne pas juste des données, il donne du sens aux chiffres. Et ça change tout. Bien sûr, là, on se pose tout de suite la question et nos données dans tout ça. La confidentialité, c'est évidemment la question centrale. OpenAI insiste beaucoup là-dessus. Ils assurent que les données sont chiffrées, qu'elles sont isolées et qu'elles ne sont jamais utilisées pour entraîner leur modèle sans un consentement vraiment explicite. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Ok, donc l'IA dans notre corps, on a vu. Maintenant, passons à autre chose, nos interactions sociales. Si l'IA peut nous comprendre physiquement, est-ce qu'elle peut aller plus loin et devenir une sorte de partenaire social? Ah là, la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, on voit un peu deux visages, deux facettes complètement opposées de cette IA sociale qui émerge. D'un côté, il y a cette tentative de lui donner une présence quasi humaine, un corps, un visage, et de l'autre, eh bien, il y a son intrusion un peu maladroite dans nos communications les plus intimes. Et là, les résultats peuvent être, disons, compliqués. Par exemple, au Grand Salon de la Tech, le CES, on a pu voir le Project Ava. C'est quoi? C'est un avatar, un hologramme animé qui parle et interagit avec nous depuis le bureau. L'objectif, c'était clair, humaniser l'IA. Sauf que la réaction a été assez mitigée. Pas mal de gens ont trouvé cet avatar hyper réaliste, un peu gênant, voire carrément cringe, comme on dit. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de donner un visage à l'IA? Franchement, le débat est ouvert. Et puis, en parallèle, il y a cette histoire, une histoire complètement différente qui nous vient des Pays-Bas et qui a fait le tour du web. Imaginez la scène, un mariage. Des proches décident d'utiliser une IA pour rédiger leur message aux mariés. L'idée, c'était d'éviter les maladresses, d'être éloquent. Le résultat, des textes parfaits. Trop parfaits. Tellement parfaits qu'ils sonnaient complètement faux, artificiels. Et ça a créé une tension énorme. Ça a même brisé la confiance. Et cette histoire de mariage, elle illustre quelque chose de très fort. La frontière entre nos propres mots, nos propres émotions, et ceux qui sont générés par une machine, eh bien cette frontière devient de plus en plus floue. Et ça pose une question fondamentale sur l'authenticité de nos relations. Bon, troisième et dernière partie. On a parlé du corps, du social, maintenant on prend de la hauteur. On zoome en arrière. Parce que l'IA, ce n'est plus une option. Non, c'est devenu le nouveau standard, le truc qui redéfinit toute l'industrie mondiale. Et si on avait encore besoin d'une preuve, le dernier CS, le grand salon mondial de la tech, en a été la confirmation éclatante. L'IA n'était pas un thème parmi d'autres, c'était le thème, la tendance de fond. Oui, le point crucial à retenir, c'est vraiment ça. L'IA, ce n'est plus une tendance passagère. C'est devenu le cœur du réacteur, le moteur de l'innovation, et ce, dans absolument tous les domaines. Quand on dit tout, c'est vraiment tout. Pensez à n'importe quel secteur. La robotique, bien sûr. La mobilité, évidemment. L'informatique quantique. Même les objets les plus simples, les plus banals de notre quotidien sont en train d'être repensés autour de l'IA.
Et il y a un grand changement technique qui illustre parfaitement cette nouvelle ère. C'est que l'IA est en train de quitter le cloud, les serveurs distants, pour venir s'intégrer directement dans nos appareils, directement dans le hardware, dans les capteurs, dans nos voitures, partout. Elle devient locale, elle devient présente, elle devient embarquée. Donc si on récapitule un peu le parcours qu'on vient de faire, on a commencé avec notre corps, puis on est passé à nos relations sociales, pour finir avec sa place centrale dans l'industrie. On voit bien le fil rouge. L'IA n'est plus un simple outil qui tourne en arrière-plan. C'est fini ça, elle est sortie de l'ombre. L'intelligence artificielle est devenue, pour de bon, un acteur à part entière. Une présence active, bien réelle, dans notre quotidien. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. C'est sans doute la plus importante de toutes. Face à ce nouvel acteur qui est de plus en plus présent, de plus en plus puissant, quel rôle va-t-on décider de lui donner? Celui d'un simple outil, d'un partenaire, ou peut-être même d'un rival? La question, elle, reste complètement ouverte.